Bonsoir et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Dans Ça vous regarde ce soir, le soutien à l'Ukraine de l'Assemblée nationale. C'est un vote symbolique important qui doit se tenir ce soir dans l'hémicycle. Les députés devraient adopter une résolution appelant l'Europe à accroître son aide politique, économique et militaire à Kiev, mais sans les voix du RN et des Insoumis. Alors, y a-t-il une forme d'ambiguïté, voire de complaisance des extrêmes vis-à-vis de Vladimir Poutine? C'est l'une des questions de notre grand débat. Dans un instant, avec mes invités. Qui veut la peau de l'ADEME? L'Agence pour la transition écologique est dans le collimateur de la droite et du RN. 4 milliards de budget à distribuer aux collectivités, 600 ingénieurs pour décarboner l'économie. Rôle fondamental ou gabegie inutile? Son président, Sylvain Waserman, viendra défendre l'ADEME dans Franc-Parler ce soir. Enfin, la question qui fâche, faut-il boycotter les produits américains à l'heure où les droits de douane de Donald Trump entrent en vigueur sur l'acier et l'aluminium? Le duel entre deux de nos chroniqueurs à la fin de notre émission. Voilà pour le sommaire, ça vous regarde, installez-vous, c'est parti. L'unité nationale n'aura sans doute pas lieu ce soir. Dans l'hémicycle, les députés vont se prononcer sur le soutien à l'Ukraine à travers une proposition de résolution sur l'aide militaire, les sanctions contre Moscou et même les saisies des avoirs russes. On va y revenir, le tout dans un contexte bien particulier, vous le savez, celui des discussions de paix entre Kiev, Washington et le Kremlin. Alors à l'arrivée, le texte devrait être adopté, hein, on le verra sans doute dans la soirée, mais sans doute de justesse, sans les voix du RN et des Insoumis. Pourquoi cette abstention, ce vote contre? On va y revenir. Est-ce que les masques tombent comme le soutient le camp présidentiel? Bonsoir Frédéric Petit. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député MoDem des Français établis en Europe de l'Est, Pologne, Allemagne, pays baltes notamment. Bonsoir Yohann Gillet. Des Balkans. Des Balkans, pardonnez-moi. Bonsoir Yohann Gillet. Bonsoir. Député Rassemblement National du Gard. Charles Sapet, bienvenue. Ravi de vous retrouver. Bonsoir. Journaliste politique au Point, chargé du suivi des droites. Et Antoine Oberdorf. Bonsoir. Ravi de votre fidélité également. Journaliste à l'opinion, chargé du suivi des gauches. Alors avant de vous entendre, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce débat dans l'hémicycle avant ce vote attendu? C'est dans le récap de Bruno Donnet qu'on accueille tout de suite. Bonsoir Bruno. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Donc les députés sont toujours en train de débattre ce soir. Exactement. Les discussions se prolongent, Myriam, autour d'une proposition de résolution appelant au soutien de l'Ukraine que son rapporteur a du reste présenté en ces termes. Quand elle a été déposée, je n'imaginais pas qu'autant de rebondissements interviendraient et qu'elle serait aussi tragiquement d'actualité. Car pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer ici même à l'Assemblée nationale, il faut commencer par poser un petit élément de contexte. Ces jours-ci, les négociations diplomatiques échappent totalement à la France et à l'Europe, puisque c'est l'Amérique de Donald Trump qui tient la corde. Je pense que le cessez-le-feu est très important. Si nous arrivons à convaincre la Russie, ce serait génial. Si ce n'est pas possible, nous continuerons et des gens continueront à mourir. La France souhaite donc, elle aussi, peser sur le conflit russo-ukrainien. Voilà pourquoi l'Assemblée nationale examine en ce moment même cette proposition de résolution. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a précisément dans ce texte? Eh bien, d'abord, les députés doivent se prononcer sur la présence de soldats français sur le sol ukrainien en cas d'accord de paix. Ils sont également appelés à se positionner sur la question de l'importation de gaz russe, sur le sujet ô combien complexe des avoirs confisqués à la Russie, mais également sur le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors, qui devrait voter quoi? Eh bien, parce que ce vote est aussi un marqueur très politique, Myriam, une occasion pour chaque formation de se positionner très clairement sur la situation en Ukraine. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui nous a déjà prévenu hier, devrait dire non, d'abord à cause de la question européenne. Je ne souhaite pas l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, parce que l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est la mort de l'agriculture française. Mais non aussi parce que le Rassemblement national trouve Emmanuel Macron nettement trop va-t-en-guerre. Moi, je vous encouragerai à envisager d'échanger
vos mocassins à pampilles et vos vestons croisés contre des Rangers et des gilets pare-balles. Lorsqu'on vote la guerre, il faut être capable d'aller la mener. Tout aussi véhémente, la France insoumise a fait part, elle aussi, de son opposition avec un argument quasiment identique. Cette résolution fait de la guerre, de la poursuite de la guerre et de la préparation de la prochaine guerre l'option favorite de ce gouvernement qui soutient cette résolution. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. Voilà, mais hormis le Rassemblement national et la France insoumise, pratiquement toutes les autres formations devraient voter en faveur de ce texte au nom d'un argument qu'a rappelé la députée Stella Dupont. Le seul va-t-en-guerre, c'est Vladimir Poutine. Et ne confondons pas les rôles. Il y a un pays agresseur, la Russie, et un pays qui se défend, l'Ukraine, avec l'appui de ses partenaires, notamment européens. Un argument, Myriam, que les latinistes résument en ces termes: si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Merci beaucoup Bruno Donnet. Alors on va commencer par un dialogue, un face-à-face entre vous deux, les politiques sur ce plateau. Yohann Gillet, est-ce que c'est pas maintenant plus que jamais, franchement, que l'Ukraine a besoin de nous, que l'Ukraine a besoin du soutien de la France, alors qu'elle est abandonnée par les Américains, qu'elle est bombardée sans relâche par Moscou? Comment on peut s'abstenir, voter contre un soutien à l'Ukraine? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France est aux côtés de l'Ukraine et que le Rassemblement national, depuis le début, est au soutien de l'Ukraine. Et nous disons très clairement que nous avons une position d'équilibre. Depuis le début de ce conflit, nous avons dit... Parce que ce soir, vous votez contre? Qu'est-ce que vous faites ce soir? Depuis le début, nous disons que nous soutenons l'agressé contre l'agresseur. Il n'y a aucune ambiguïté. En revanche, ce texte, il est totalement instrumentalisé par le camp présidentiel qui veut à tout prix y mettre un sujet annexe, mais qui aurait des conséquences importantes, à savoir l'entrée de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Et nous disons non, pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est la mort assurée de l'agriculture. Il faut le rappeler, si l'Ukraine demain entre dans l'Union européenne, les conséquences pour nos agriculteurs seront très claires et dramatiques. C'est pas pour demain, c'est même pas pour après-demain. Non mais d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi l'intégrer à ce texte? Si nous voulions avoir un texte qui puisse rassembler tout le monde, il suffisait de présenter ce texte sans cette mesure. Sans l'accélération du processus d'adhésion, qui est effectivement noir sur blanc dans le texte, vous auriez voté pour. C'est notre ligne rouge, tout à fait. Vous auriez voté pour. Si ce soir ce texte disparaît, cette dimension-là, vous votez le soutien. C'est très clair. Mais ils sont donc complètement dans leur droit, le RN, et ils ne sont pas les seuls à refuser l'adhésion pour des raisons qu'on a bien compris, notamment agricoles. Je vais remettre un peu des choses. Est-ce que ce n'était pas une erreur de mettre ça dans le texte? Non, je ne pense pas. D'abord, c'est jamais une erreur quand un collègue s'exprime, un député il s'exprime. Je voudrais d'abord dire, vous avez introduit en disant l'unité nationale va exploser. Moi non, je ne crois pas que l'unité nationale soit en train d'exploser, quels que soient les votes d'ailleurs. Je crois que les débats que nous avons en ce moment et que nous pouvons avoir, et je remercie d'ailleurs le rapporteur d'avoir remis ce texte, les débats avec des votes sont clairs et permettent d'avancer. C'est la nation française qui s'exprime dans ces différences. On aurait pu penser que l'ensemble de la représentation... Oui, je vais y venir aux différents avis. Mais de toute façon, l'Assemblée nationale est à l'image de la nation française. Divisée. Divisée. Vous dites divisée, moi je dis qu'elle est diverse, qu'elle a des idées. Moi je n'accuse personne et je me suis opposé en hémicycle à certains d'ailleurs qui sont plutôt de mon côté. Je ne veux pas qu'on mette ce texte sur du franco-français, sur de la querelle idiote. Quand certains macronistes disent que les masques tombent, on voit les ambiguïtés avec le Kremlin, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je n'accuse personne de ne pas être patriote. Je crois que tout le monde est patriote. La difficulté du XXIe siècle, c'est qu'être patriote, ça veut dire quoi? C'est ça qui est compliqué. Et le débat est là. Alors, pourquoi c'est un enjeu important? Au fond, c'est un vote, une résolution sans aucune valeur contraignante, de portée symbolique. Pourquoi c'est important de dire oui, l'Assemblée nationale soutient Frédéric Petit, l'Ukraine? C'est pas que du symbole. Je vais y venir. Je vous pose la question. Oui, mais je voudrais d'abord répondre à la première question que vous avez posée sur l'article sur l'ordre. D'abord, c'est pas accéléré. C'est pas ça qui a facilité. Accompagner maintenant. Texte, on a voté en commission, et moi j'étais pas pour faciliter parce que l'adhésion à l'Union européenne n'est pas un château fort, n'est pas une prison, c'est pas l'ancien parti communiste ou le soviétisme. Et c'est ce que je dis souvent à mes opposants d'extrême droite et d'extrême gauche. L'Union européenne, ce sont des traités.
Ce sont des traités. Et sortir de l'Union européenne, pour moi, est un non-sens. Ça ne veut rien dire. On doit dénoncer un traité. Si on dénonce un traité, il faut le remplacer. Je vous rappelle que pour le Brexit, on a mis 8 ans à sortir. Bien sûr, mais là, ils n'y sont pas dans l'Union. Oui, ils sont simplement même candidats dans un processus de long terme. D'abord, c'est eux qui demandent. C'est eux qui demandent. C'est pour ça que moi, j'ai voté le mot accompagner. Je n'aurais pas voté favoriser, parce que favoriser, ça voudrait dire qu'on s'immisce dans un processus qui existe. Donc accompagner, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut accompagner, dire accepter la demande. Ça veut dire qu'il y a des députés un peu dingues qui mettent des gilets pare-balles et des casques sur la tête, comme moi, pour aller voir, pour aller créer des jumelages. C'est ça, accompagner. C'est dire, vous allez rentrer, comme on a fait avec la Pologne, comme on a fait avec les pays baltes, dans les 10 années qui ont précédé, on est allé accompagner, les aider. On a fait des échanges, on a monté en place de la culture. C'est la France qui a sauvé des œuvres d'art dans un musée qui était bombardé. C'est ça, accompagner. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la diplomatie des sociétés civiles, la diplomatie de la solidarité, la diplomatie de la remise à niveau d'un certain nombre de choses. Moi, quand j'entends la France insoumise dire il faut pas que l'Union européenne, que l'Ukraine rate dans l'Union européenne parce qu'ils ont des salaires qui sont 240 €. Mais je suis choqué quand vous dites on va détruire l'agriculture. Mais je suis choqué. L'Union européenne sait gérer des déséquilibres. Quand la Pologne est entrée, mais ça fait un point de divergence que vous reconnaissez et qui a tout à fait sa légitimité dans un débat public. Je veux dire, dans le débat qui est bien organisé, c'est pour ça, on en parlait avant l'émission, c'est pas des articles, mais c'est des alinéas. Il y a un amendement du Rassemblement national qui sera soumis à discussion. Il y aura certainement un joli débat à ce moment-là. Pour retirer cet amendement et on verra ce que dit la nation française à ce moment-là. Si elle le vote ou si elle le vote pas. Et on verra si le RN à ce moment-là vote ou pas. Chacun est libre. Je voudrais juste finir Je voudrais juste d'abord. S'il vous plaît, j'ai parlé d'unité nationale. Moi, je ne suis pas du camp présidentiel, je ne suis pas d'un camp, moi. Je suis un démocrate, je ne suis pas d'un camp, j'habite à Cracovie, je vois des choses que peu de gens ici voient. Donc, il faut arrêter de me dire que je suis dans le camp présidentiel, ça ne veut rien dire. Je vous rappelle que le président, il n'a pas le droit de mettre les pieds à l'Assemblée nationale. Okay, donc, que ce soit la France insoumise ou que ce soit le Rassemblement national, il y a du Macron partout. Non, l'Assemblée nationale, c'est le patron, et moi, je me sens 570. C'est dit. Vous engagez votre parole. Donc, deux députés modem ce soir et personne. Pourquoi c'est bien que ça y soit? Parce que c'est une demande de l'Ukraine. Donc quand on dit soutenir l'Ukraine, c'est pas soutenir comme un colon soutient quelqu'un en disant fais ça mon gars, fais ça mon gars. Et je me suis disputé tout à l'heure je me suis pas disputé, je sais pas comment on dit, j'ai débattu vivement avec quelqu'un qui disait nous avons ordonné des choses à l'Ukraine, qui oubliait que c'est l'état-major ukrainien qui décide de son armée. C'est très clair. Charles Sapin, répondez-vous et puis ensuite on va voir nos experts. Il faut préciser les choses. Non seulement le texte prévoit d'accompagner l'Ukraine dans son adhésion à l'Union européenne, mais un amendement présenté par le camp présidentiel, et que va soutenir d'ailleurs le MoDem, parti auquel vous appartenez, prévoit l'accélération de l'adhésion à l'Union européenne. C'est un amendement qui est prévu et vos partis ont prévu de le soutenir. Ensuite, pourquoi est-ce que ce serait dangereux que l'Ukraine intègre et adhère à l'Union européenne? Parce que pour notre agriculture, vous dites que l'Union européenne est en capacité de gérer cette adhésion pour notre agriculture. Mais excusez-moi, quelles seraient les conséquences? Vous avez une politique agricole commune dont bénéficient nos agriculteurs qui se verraient amputés d'environ 20% de ces crédits au profit de l'Union européenne. Vous auriez en plus de cela une concurrence déloyale beaucoup plus importante, ou alors l'autre solution, vous auriez une contribution nette au budget de l'Union européenne qui viendrait être augmentée pour pouvoir Je ne voudrais pas qu'on fasse le débat sur pour ou contre la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union, parce que ce n'est pas le sujet. Et c'est l'Union européenne qui définit. Tout à fait. Mais là, on a bien compris les arguments du RN et vous êtes parfaitement clair. Charles Sapin, il y a le texte et il y a le contexte. Est-ce que c'est habile? Est-ce que les électeurs, peut-être pas forcément la base du RN, mais est-ce que ceux que Marine Le Pen veut conquérir peut comprendre ça, que dans un temps comme ça, parce que les gens ne regardent pas tous ces alinéas, il y a un moment, il y a un soutien à l'Ukraine et puis il y a Marine Le Pen qui va sans doute dire non ce soir avec ses 126 députés. Est-ce que c'est audible ça aujourd'hui pour ce qu'elle essaye de
de conquérir. Alors c'est vrai que ponctuellement, tout le monde n'a pas les yeux sur LCP, c'est vrai, du matin au soir, et ne va pas regarder tous les débats. Donc peut-être que ponctuellement, ça peut échapper à certains, mais ce qui est intéressant, c'est une succession de points qui finissent par en fait tracer une ligne. On voit dans les mots de Marine Le Pen une évolution ces derniers jours, ces dernières semaines, notamment sur cette situation de l'Ukraine, et ce que je trouve très intéressant. Alors expliquez-nous, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est toujours très clair. Alors, en écoutant... Depuis l'invasion russe, elle est très claire, elle a condamné, mais au Parlement européen, il y a certains votes, notamment sur les sanctions renforcées à Moscou, sur la condamnation, par exemple, des conditions de détention de Navalny dans ses prisons en Sibérie. Là, les votes du RN ne sont pas au rendez-vous. Et puis, il y a Trump qui est arrivé et qui a tout renversé. Et là, on n'arrive plus très bien à la suivre. Elle habite tout, Marine Le Pen, dans cette séquence internationale. Alors, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, en écoutant Yohann Gillet, on ne tombe pas de sa chaise en apprenant que le Rassemblement national est opposé à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez dit c'est notre ligne rouge, sans cela, nous aurions pu voter cette résolution. Ça, c'est très intéressant, parce que dans cette résolution, il y a d'autres choses, comme vous l'avez rappelé. Il y a aller plus loin dans le soutien, y compris militaire, à l'Ukraine contre la Russie. Il y a aussi continuer les sanctions et même si vous voulez, les durcir vis-à-vis de la Russie. Ça, c'est des choses contre lesquelles le Rassemblement national a pu être ces derniers mois et ces dernières années. La position traditionnelle au départ de ce conflit de Marine Le Pen était en fait finalement une position qui était semblable à beaucoup de forces populistes en Europe, qui était de dire qu'un soutien militaire offensif à l'Ukraine avait pour effet d'allonger artificiellement la guerre et donc les pertes humaines. On voit au gré des différentes prises de parole de Marine Le Pen, et finalement ce que vous venez de dire va dans ce sens-là, une sorte de virage que certains trouveront timide, mais virage sur l'aile. Pourquoi on voit le positionnement aujourd'hui de Marine Le Pen sur cette situation, c'est un triple nid. C'est-à-dire ni Moscou, ni Washington, ni Bruxelles. Ni Moscou, pourquoi ? Parce que Marine Le Pen a compris ce que lui avait coûté... Non aligné, absolument. Quoi, exactement. Alors, les proches de Marine Le Pen disent que c'est une posture gaullienne. Bon. Mais si vous voulez, Marine Le Pen a compris ce que les suspicions de connivence, on va dire ce mot, avec Poutine avaient pu lui coûter lors des dernières élections. Et le temps que ça lui avait pris pour mettre en fait ces questions sur le côté. Washington, pareil. Si vous voulez, quand elle a soutenu Donald Trump lors de son dernier mandat, elle a dû se justifier lors de l'invasion du Capitole des proches de Donald Trump. Vous vous en souvenez, c'était en 2021. Donc, finalement, elle en a pris son parti. Elle a dit, on ne m'y reprendra plus. Elle est dans une posture d'indépendance. Ni Washington, ni Moscou, ni Bruxelles. Bon, ça, c'est plus... pour une souverainiste, c'est logique. Elle est contre, par exemple, le fait que l'Union européenne va souscrire un nouvel emprunt commun, contre ce qu'elle décrit comme une mutualisation de la dissuasion nucléaire. Bon. Mais, si vous voulez... Et donc... On voit que, face au chaos du monde, la position de Marine Le Pen et du Rassemblement national est en train d'évoluer. Oui, elle n'est pas forcément encore compréhensible par tous. Non, et pourquoi, et j'en terminerai par là, c'est que le problème, c'est que la définition aujourd'hui de la ligne géopolitique de Marine Le Pen est uniquement négative. Elle dit ce qu'elle n'est pas, mais elle ne dit pas ce qu'elle est. Et c'est pour ça qu'on a du mal à y voir clair. Ça fait partie de ce débat. Il y a les politiques et puis il y a le décryptage. Je voudrais qu'on passe à la gauche parce qu'ils ne sont pas prêts. Vous allez pouvoir y réagir. Ils ne sont pas présents sur ce plateau, les Insoumis. Les Insoumis qui devraient eux aussi s'abstenir. On verra ce qu'il en est évidemment au moment du vote sur cette résolution. Marco Pommier, vous êtes avec Arnaud Le Gall pour LFI. Oui, Arnaud Le Gall, on continue de débattre dans l'hémicycle de cette proposition de résolution européenne pour renforcer le soutien à l'Ukraine. On pourrait voter ou non ce texte en deuxième partie de soirée. Que va faire la France insoumise à la fin ? S'abstenir, voter contre, pour ? Nous voterons contre. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce texte est un déni de réalité, un déni de la situation. À part dire qu'il faut soutenir davantage l'Ukraine, ça nous sommes parfaitement d'accord. Mais pour le reste, ce texte ne tient aucun compte des dernières évolutions de la situation internationale, ne tient aucun compte par exemple du fait que hier, Washington et Kiev sont convenus en Arabie Saoudite à un accord de cessez-le-feu que maintenant ils voudraient soumettre à la Russie, tout ça sans les Européens, sans les Français. Nous sommes devenus des spectateurs et ce texte est donc un déni de réalité qui est finalement s'inscrit dans la séquence depuis les déclarations tonitruantes de Trump et le changement de cadre de négociation imposé par Trump quand il a dit qu'il voulait négocier directement avec Poutine. Et depuis un mois, on voit que les dirigeants européens, et notamment le président Macron, sont incapables de trouver une stratégie face à cela parce qu'ils sont incapables de penser en dehors du cadre attentiste. Je terminerai là-dessus. L'autre principale raison
pour laquelle nous refuserons de voter ce texte, c'est que ce texte, c'est un appel à aller encore plus dans le cadre atlantiste via l'Europe de la défense adossée à l'OTAN, qui n'est pas du tout pensée de manière indépendante. Et cette Europe de la défense que veulent nous vendre les macronistes et une partie de la droite, ça va être quoi? Ça va être acheter des dizaines de milliards d'armements supplémentaires aux États-Unis, qui auront tout loisir, s'ils le souhaitent, d'empêcher l'utilisation de ces armements le moment venu. Donc c'est tout sauf une indépendance, c'est accroître notre dépendance, notre vassalisation vis-à-vis des États-Unis. Nous sommes totalement contre. Nous, c'est ni Trump ni Poutine, c'est l'indépendance absolue. Est-ce que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne pose problème aussi? Évidemment. On ne peut pas, sans harmonisation fiscale, sans harmonisation... Vous êtes d'accord avec le Rassemblement national sur ce point? Mais pas que le Rassemblement national, avec d'autres. Mais le Rassemblement national, ce sont des hypocrites parce que la vérité, c'est qu'ils ont tourné kazakh. Maintenant, ils sont devenus atlantistes depuis que l'extrême droite dirige aux États-Unis. Et comme leur ami Meloni en Italie, le jour venu, ils les suivront. D'ailleurs, regardez, ils n'arrêtent pas de dire du bien de M. Trump. Ils vont dans ces réunions. Tout au plus se cachent-ils derrière les rideaux quand il y a un salut nazi qui est fait, comme l'a fait Bardella l'autre jour à Washington. Mais pour revenir... Jordan Bardella n'a pas fait de salut nazi à Washington. Non, il y a eu un salut nazi dans une réunion à laquelle il était et du coup il a quitté la réunion effrayé. Mais bon, il savait très bien qu'il y aurait des nazis dans cette réunion avant d'y aller. Il en est parti, il fallait préciser. Oui, tout à fait. Pour des raisons tactiques. Merci beaucoup Arnaud Le Gall et je vous laisse rejoindre l'hémicycle. On a dit l'essentiel. Merci à vous. Merci à vous, Marco Pommier. Alors, Antoine Oberdorf, expliquez-nous. C'est vrai, un petit peu de la même manière qu'avec le Rassemblement national, depuis une forme d'alignement de Donald Trump sur Moscou, en tout cas un rapprochement très clair avec Vladimir Poutine, on a du mal à suivre la position des insoumis. Eux aussi vont voter contre, clairement. Pour quelles raisons? Est-ce que vous avez compris la ligne? C'est sûr que ça brûle les cadres mentaux hérités de la guerre froide et sur lesquels la France insoumise s'est toujours opposée. La France insoumise, qui d'ailleurs, par la voix de son leader Jean-Luc Mélenchon, fait très souvent référence au non-alignement, faisant appel à De Gaulle, et en fait, ça recouvre bien souvent de fausses évidences. Ce que l'on perçoit dans les propos d'Arnaud Le Gall, c'est d'une part le souverainisme qui mène à tout, et en particulier à refuser l'adhésion de l'Ukraine ou l'idée que l'Ukraine puisse un jour adhérer à l'Union européenne. Mais d'ailleurs, ce n'est pas très surprenant, car Jean-Luc Mélenchon lui-même, dans son refus de prendre au sérieux la menace existentielle de Vladimir Poutine et de la Russie, ne voit pas, par exemple, que les États baltes demain seront menacés, parce que par le passé, il a pu dire qu'il ne se sentait rien de commun avec des Lettons, donc pas question pour lui d'aller engager des troupes pour sauver Riga, alors encore moins pour sauver Kiev. Et puis ensuite, l'anti-atlantisme farouche, forcené, répété. Oui, sauf que là, avec un Donald Trump qui inquiète l'Europe tout entière, le logiciel anti-atlantiste ne marche plus. Le bouton n'est plus c'est qu'on sort de l'ambiguïté, effectivement, cassé des pans, et que Donald Trump ayant changé les paramètres du jeu, la France insoumise est un peu gênée, si vous voulez, de voir que Donald Trump s'étant fait le chantre de la paix. Ça devient presque une divine surprise pour eux. Parce que, en fait, la question, c'est simplement que dans ce festival d'anathèmes, d'un côté les Munichois, de l'autre côté les va-t-en-guerre, les bellicistes, il faut voir ce que recouvrent les mots. La paix, d'accord, mais le pacifisme est-il autre chose aujourd'hui qu'un défaitisme? Juste, quels sont les buts de guerre? Quelles sont les forces à engager, les fournitures d'équipements militaires à dépêcher sur le terrain au profit des Ukrainiens pour inverser un rapport de force et avoir une paix juste. En tout cas, la guerre est toujours en cours et si les Ukrainiens sont aidés, ça c'est un fait, ils pourront être en meilleure position pour négocier. Il y a peut-être des Ukrainiens qui aujourd'hui seront Ukrainiens et dans 6 mois, 1 an seraient sous pavillon russe. Donc pour l'Ukraine, les enjeux territoriaux, ils sont vitaux. Frédéric Petit. Oui, je vais rebondir. D'abord, je remercie nos deux intervenants de parler politique et parti, parce que ce n'est pas ma spécialité. Donc voilà, je ne me sens pas dans le camp présidentiel et sur la menace, peut-être qu'on peut revenir sur cette question-là. Voilà, vous avez entendu Marine Le Pen. Sur la menace russe, je vais y venir. Est-ce qu'elle existe fondamentalement? Oui, elle existe. Et pour qui? Je voudrais rappeler, y compris pour nous? Bien sûr. Expliquez-nous concrètement. Bien sûr, alors très concrètement. D'abord, l'Union européenne a été attaquée en 2021 à sa frontière, avec des morts des deux côtés, des gens qui sont morts polonais et des gens qui sont morts qui étaient des armes, qui étaient des migrants qui étaient transformés en armes en 2021. Voilà, ça c'est arrivé. Ça arrive depuis 1 an sur la frontière finlandaise, exactement pareil.
Exactement pareil. Ce sont des attaques par migrants interposés, de la même manière que l'Ukraine est aussi attaquée par Coréens interposés. Donc ce sont des menaces. Pourquoi c'est des menaces? Parce que vous avez quelque chose qui insupporte l'impérialisme, c'est les lignes claires. C'est le fait qu'une démocratie puisse dire « moi, ma nation, elle est citoyenne, elle n'est pas ethnique ». Je vous rappelle, par exemple, quelque chose dont on ne discute jamais sur les plateaux en France, le Kremlin a décidé de juger la première ministre estonienne en droit russe. Et quand on dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Ah oui, mais elle parle russe. Donc il y a un déterminisme qui est l'opposé de tout ce que nous avons voulu construire, nous, en disant « non, une nation se construit avec des citoyens Oui. ». Voilà, je vous rappelle, je l'ai dit dans mon exposé, Lavrov en 2022 justifie l'agression en disant « mais si les Wallons avaient un problème avec les Flamands, tout le monde comprendrait que la France prenne les armes pour défendre la minorité française en Belgique. » Si on a des gens qui viennent parler, qui trouvent des relais sur les plateaux télé pour instiller l'idée qu'il y a une minorité française en Belgique dont nous serions responsables, c'est très clair. Alors c'est justement, une catastrophe. la question est de savoir belges qui parlent français. Si c'est responsable de minimiser ou pas cette menace russe, comme l'a fait Marine Le Pen après le discours d'Emmanuel Macron. Écoutons-la. Emmanuel Macron, avec un ton très martial, nous explique quasiment qu'il faut transformer les usines de Kleenex en usines d'armement parce que la guerre est pour demain, quoi. Yohann Gillet, est-ce que c'est responsable de la part de Marine Le Pen de dire ça alors que le véritable va-t-en-guerre, et tout le monde le voit bien, c'est Vladimir Poutine, honnêtement? Soyons clairs, la menace russe existe et Marine Le Pen ne le nie pas. En revanche, Marine Le Pen... On a l'impression qu'elle la minimise. Marine Le Pen dit que le président de la République use et abuse de certains mots pour essayer de faire peur aux Français. La menace, elle existe. Alors, et ça fait longtemps. Vous la reconnaissez? Vous la voyez où, vous, la menace? Ça fait longtemps que la guerre informationnelle, c'est quoi la menace pour vous? Il y a une nécessité aussi pour pouvoir rester un pays en paix, eh bien, de réarmer le pays. Et ce que dit le président de la République en disant qu'il faut réarmer absolument le pays, c'est exactement ce que nous disons, nous, depuis plusieurs dizaines d'années. Pourquoi elle l'accuse, au fond, de jouer sur les peurs? Les choses sont très claires. Pourquoi l'accuse-t-elle, avec beaucoup de médias, d'ailleurs, de la sphère Bolloré, encore ce dimanche? On a voté 2 lois de programmation militaire. Ce que vous avez fait, c'est quelques crédits supplémentaires que nous avons votés. Quelques crédits, 800 000. Alors attendez, parce que si le RN est d'accord pour réarmer, on ne comprend plus le discours. Antoine Oberdorf, on entend nous dire que le président de la République, et vous n'êtes pas les seuls au RN, on entend aussi beaucoup de journalistes sur certains médias de la sphère Bolloré expliquer, on voit le JDD, qu'il y a une surenchère de la peur, qui joue avec nos peurs et qu'il n'y a pas de menace territoriale. Qu'est-ce qu'il se passe exactement stratégiquement, que les partis d'opposition soient ulcérés de voir que le président de la République reprend la main à la faveur d'une donne internationale qui, de toute évidence, est tragique, c'est une chose. Mais à partir de quel moment allons-nous considérer en France que les intérêts vitaux de la nation sont engagés? Parce que c'est toujours ça la question qui se pose. Est-ce que à partir du moment où il y a une prédation... Les intérêts vitaux, ça nécessite après le nucléaire. On est sur une attaque... C'est le contraire. Non, mais si vous voulez... Le nucléaire qui nécessite que les intérêts vitaux soient menacés. La définition des intérêts vitaux, c'est stable. Quand on voit la nature des arguments, qui consiste à dire que ce n'est pas demain, étant donné que Vladimir Poutine n'est pas parvenu jusqu'à Kiev, que nous aurons les chars russes à Paris ou Berlin. Lorsqu'on a dit ça, on n'a rien dit qui ne permette d'apprécier la menace russe en France. Les ingérences russes dans les rues de Paris avec des agents moldaves qui peignent des étoiles de David, ça existait. Et qui font planer une atmosphère nauséabonde en France, ça existait. La paralysie de nos hôpitaux liée à des cyberattaques russes, ça existait. Donc, quels sont les moyens dont nous nous dotons pour y faire face? Du côté de la France insoumise, ils ont beau jeu de dire actuellement que cela ne sert à rien d'aller dans une militarisation des esprits, une remilitarisation de la France, car nous avons la dissuasion nucléaire, et car ce n'est pas avec des canons que l'on va faire face, par exemple, aux satellites russes qui viendraient butiner des informations sur notre sol. Je n'en suis pas tout à fait convaincu. Voilà, je pense qu'on peut de manière conséquente mener un effort militaire qui suppose d'engager des budgets, donc de trouver de l'argent. Et là, on revient sur un débat politique. Oui, pour dissuader éventuellement la Russie de toute volonté d'attaque. Et parallèlement à ça, se porter solidaire. Alors attention, parce qu'il nous reste peu de temps et je voudrais qu'on parle de l'Égypte. Moi, je vais vous dire, voilà, d'abord, refaire une base industrielle, ça nécessite 10 ou 15 ans, donc il faut s'y mettre. Et je suis ravi qu'on dise la menace russe, moi je ne la dis pas pour demain matin. C'est absurde, c'est du café du commerce, ça.
La menace russe, elle est présente. Il va se reconstituer. Il y a 12 ans, 2014, 8 ans entre 2014 et 2022. Donc dans 8 ans, on en sera où? Dans 8 ans, il faut qu'on ne soit plus dans la situation de surprise où on a été. La grande différence, je vous l'ai dit, tout le monde parle de militarisation. On ne parle pas de militarisation, on parle de mobilisation. C'est complètement différent. Nous devons être un pays mobilisé. Les Ukrainiens, ils ne sont pas tous au front, ils ne sont pas tous dans le Donbass. Ils sont tous mobilisés. C'est une prise de conscience. Avec un réarmement progressif pour dissuader toute volonté, si elle existe. Et de l'engagement et de la compréhension, de savoir où est l'adversaire informationnel, etc. Alors, je voudrais qu'on avance et je vous donne la parole, Charles Sapin. L'autre grand sujet de cette proposition de résolution, c'est la saisie des avoirs russes, gelés depuis le début de la guerre par un fonds international à Bruxelles. C'est 210 milliards d'euros, c'est pas rien, qui pourraient servir peut-être à aider l'Ukraine ou à réarmer l'Europe. Les lignes politiques bougent très clairement sur le sujet, comme nous l'explique Clément Perroux. « 210 milliards d'euros, c'est la somme détenue en Europe par la Banque centrale de la Fédération de Russie. Elle est placée en grande majorité chez Euroclear, une société internationale basée à Bruxelles. S'y ajoutent 25 milliards d'avoirs privés détenus principalement par les oligarques. Ces actifs sont gelés par l'Europe depuis 2022. En mai 2024, les pays membres ont décidé d'en utiliser les intérêts, 3 milliards par an, pour soutenir l'effort militaire ukrainien. Mais toucher au capital et saisir directement l'argent serait une décision forte dont la légalité est très contestée. Le président de la République n'y est pas favorable. On peut prendre les revenus des avoirs gelés, mais on ne peut pas prendre les avoirs eux-mêmes. Le gouvernement est sur la même ligne, le ministre de l'économie l'a encore martelé hier. Dans le cadre du droit européen, il n'y a pas de raison d'opérer la saisie. S'il y avait une saisie sans motif juridique, cela pourrait poser un risque sur la stabilité financière européenne. Au sein de la classe politique, la question divise. Deux grands partis y sont opposés, la France Insoumise et le Rassemblement National. Si on saisit les emprunts russes, on ouvre une jurisprudence qui enfreint le droit international et on n'est pas poids. En Russie, beaucoup d'entreprises françaises ont des avoirs aujourd'hui, donc il faudrait faire attention à la réciprocité. À gauche, les socialistes et les écologistes y sont favorables et estiment que cette décision serait conforme au droit. Le droit international coutumier nous permet d'aller saisir ces avoirs russes qui sont gelés. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller saisir l'ensemble de cet argent qui est actuellement mobilisé. Plus étonnant, le groupe des députés macronistes emmené par Gabriel Attal y est majoritairement favorable. Donc on a besoin de trouver de nouvelles ressources et je crois qu'il y a maintenant urgence à le faire pour pouvoir soutenir l'effort de défense européen et l'Ukraine. Toujours dans le camp présidentiel, Édouard Philippe s'est aussi dit favorable à cette saisie des avoirs russes. Sur ce sujet, on le voit, la photographie des positions politiques est assez inhabituelle. Oui, Charles Sapin, ce qui frappe, c'est qu'au sein du camp présidentiel, les lignes bougent beaucoup. Édouard Philippe, Gabriel Attal, qui disent en substance quand le droit international il est piétiné par Vladimir Poutine, il n'y a plus aucune raison de le respecter. Et 210 milliards, à l'heure où l'argent manque, c'est utile. Est-ce que vous pensez que sur ce sujet-là, le gouvernement pourrait bouger ? C'est en tout cas tout l'enjeu finalement de cette résolution. On a vu François Bayrou aussi. Et qui vraiment, là, il y a une fracture au sein même... la majorité du bloc central. Et ce qui est intéressant, c'est que les positions étaient pourtant plus ou moins claires. C'est-à-dire que le président de la République, Olaf Scholz, le chancelier allemand, et la plupart des leaders européens ont posé que, déjà, il y avait une question de droit international, en effet, qu'ensuite, le problème, c'était le précédent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez des biens gelés, vous envoyez... Un mauvais signal aux investisseurs étrangers ? Exactement, à l'Inde, à la Chine, au Brésil, qui demain peut-être hésiteront à investir en zone euro en se disant si ça se trouve, nos avoirs un jour seront confisqués. Et c'est intéressant. Il y a un risque de précédent même au-delà de la guerre, quoi. Donc dans des relations commerciales, il existe. C'est pour ça que vous y êtes hostile également, Yohann Gillet ? Non seulement c'est contraire au droit international, effectivement ça fait peser un risque sur l'économie de notre pays parce que les investisseurs vont se méfier. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a des avoirs français en Russie et nous avons également cet objectif de paix et nous c'est notre seul objectif. Et dans les négociations pour la paix, parce que ça doit être le seul objectif, eh bien les avoirs
que nous détenons tous, nous, les pays européens, eh bien justement, doivent être une base aussi de négociation pour pouvoir réussir à trouver la paix. Dans le cas d'un accord de paix qui reste très hypothétique, il y a aussi cette hypothèse que ces 210 milliards pourraient servir à obliger Moscou aux réparations. Bien, c'est ma position, d'une part. C'est votre position en Ukraine. Moi, je ne suis pas pour la saisie immédiate. Ça ne veut pas dire que je suis pour qu'on les rende, hein, parce que souvent, on schématise sur les plateaux télé, on dit si on ne veut pas les saisir, c'est qu'on veut les rendre. Non, on ne veut pas les rendre. Il y a une urgence. L'urgence, c'est le renouvellement des sanctions en juin. Ça, c'est l'urgence diplomatique, parce que s'il y a un veto d'Orban, qui est dans le même parti européen que Mme Le Pen, s'il y a un veto d'Orban, on perd tout de suite. On perd les avoirs, le gel des avoirs et les intérêts. Donc ça, c'est le travail diplomatique urgent. C'est pas la peine. Pour moi, nous devons garder sur ces avoirs une ambiguïté stratégique pour savoir comment on va les utiliser. C'est-à-dire, nous devons tirer les intérêts, nous en servir pour aider la base industrielle ukrainienne, à qui il manque effectivement de cet ordre-là, une dizaine de milliards pour pouvoir travailler maintenant, parce que l'Ukraine est passée de 1 milliard à 37 milliards de production militaire. Et ce qui est intéressant, c'est que après, au moment, dans le deal de Trump, il n'y aura pas la reconstruction. Il n'y aura pas la reconstruction. C'est l'Europe qui va ramener le problème de la reconstruction après. Et à ce moment-là, il faudra le dire. Il faut vraiment conclure. Oui, dans la zone grise, je vous rappelle aussi qu'il y a un mélange entre droit international et droit français et droit belge. Parce que la majorité sont en Belgique. Donc l'État, ce que dit M. Lombard, c'est qu'il doit y avoir une décision de justice. Donc une décision de justice ne s'applique pas en Belgique. Voilà, donc c'est aussi... Oui. Et la décision reviendra à l'Union européenne. Vous l'avez bien expliqué. On va s'arrêter là. On reviendra à la Belgique à un moment. Belgique à un moment. En tout cas, Bruxelles aura son mot à dire. Je suis désolée, j'aurais voulu terminer ce tour de table, Antoine, mais on est obligé de s'arrêter là parce que notre invité, le prochain invité de cette émission est déjà arrivé. Merci beaucoup pour cet éclairage et ce débat politique. Bonsoir Sylvain Waserman. Et merci d'être mon invité franc-parler. Dans un instant, vous êtes le président de l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, dans le collimateur de la droite, qui la juge pléthorique, trop coûteuse. Et dans le sillage d'Elon Musk, eh bien, on l'entend, cette petite musique pour la dépecer, sabrer dans son budget. Alors à quoi sert l'ADEME et pourquoi, selon vous, il faut la défendre? L'invitation de Thibaut Enoch, interview juste après. Si on vous invite, Sylvain Waserman, c'est que vous êtes un peu en croisade. Les agences de l'État sont dans l'œil du cyclone, comme en témoigne la saillie de François Bayrou sur l'Office de la biodiversité. Quand les inspecteurs de la biodiversité viennent avec une arme à la ceinture dans une ferme déjà mise à cran par la crise, c'est une humiliation. Depuis, les couteaux sont tirés. Du Rassemblement national à la droite, un seul mot d'ordre. Haro sur les agences de l'État, réputées au mieux inutiles, au pire nuisibles, en tout cas démesurément coûteuses. Sylvain Waserman, l'ancien député que vous êtes, dirige depuis 2023 l'une de ces entités accusées de tous les maux, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 1000 agents pilotant 3,4 milliards d'euros de fonds publics et une mission, la transition écologique. Une cible de choix. Début janvier, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, qui s'interroge sur l'efficacité de votre mission. Quelques jours plus tard, Valérie Pécresse lui emboîte le pas. Moi, je supprimerai l'ADEME. Si on supprime une agence, eh bien évidemment, on supprimera tous les frais fixes et tous les frais de structure de cette agence. Une proposition de suppression aussi portée par le Rassemblement national lors des derniers débats budgétaires. Mais le plus virulent est Laurent Wauquiez. En campagne pour la présidence des Républicains, il fait de la chasse aux agences de l'État un argument de campagne. 1000 agences administratives dont la plupart ne servent strictement à rien. Et réserve à l'ADEME ses coups les plus durs. Ces grands esprits éclairés sont quand même ceux qui ont proposé que nous sabrions la filière nucléaire. Merci les experts de l'ADEME qui ne sont pas des experts, qui sont en réalité portés par une idéologie d'extrême gauche. Des attaques auxquelles vous tentez de répondre une à une. Le changement climatique est un fait scientifique et nos 150 chercheurs et 600 ingénieurs savent distinguer une conclusion scientifique d'une opinion. Alors, science contre opinion, transition écologique contre critique politique, Sylvain Waserman, comment réaffirmer votre mission et échapper aux coupes budgétaires? Et bienvenue sur ce plateau, Sylvain Waserman. Merci d'être là. Franchement, est-ce que vous êtes surpris par la violence des attaques contre l'ADEME que vous présidez? Ou au fond, vous vous dites les déficits sont tels qu'il n'est pas étonnant que dans cet inventaire des nombreuses agences dont la France est dotée, eh bien l'ADEME soit aussi sur le banc des accusés?
Mais en fait, il faut distinguer deux choses. D'abord, il y a un sain débat démocratique tout à fait légitime sur chacune des dépenses de l'État. Et la première question à se poser, c'est est-ce que l'État en fait trop sur la transition écologique? Ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que l'ADEME fait bien son job? Est-ce qu'on est scrupuleux et respectueux de l'argent public? Donc il faut bien distinguer les choses. C'est ça qui distingue le débat démocratique sain de la polémique. Alors justement, pour bien distinguer les choses entre le climat politique, la tentation Musk du débat politique en France, on l'entend, il faut bien comprendre ce que fait l'ADEME. Parce qu'il y a aussi des confusions sur les budgets. Tout à fait. Vous avez 150 chercheurs et 600 ingénieurs au sein de l'ADEME pour faire quoi précisément et avec quels moyens? Alors, très précisément, en 2024, l'ADEME, c'était 3,4 milliards d'euros que l'État nous a confiés. Pour faire quoi? Mais en fait, tous les jours, en France, il y a des femmes et des hommes qui portent des projets de transition écologique. Principalement des chefs d'entreprise qui se disent « Bon, moi, il faut que je décarbone mon entreprise parce que c'est une question de pérennité de mon entreprise. » Donc, ils pilotent des projets de transition écologique et de décarbonation. Il y a des élus qui construisent, par exemple, des infrastructures de réseaux de chaleur sur des énergies renouvelables. Eh bien, le rôle de l'ADEME, c'est d'être à leur côté avec une expertise, avec des ingénieurs, parce que c'est des sujets complexes. Avec des financements? Et avec les financements de l'État. Ce n'est pas le budget de l'ADEME, c'est le budget que l'État confie à l'ADEME pour investir. Donc Gérard Larcher, quand il parle des 4 milliards, on se trompe. Et ces 3,4 milliards d'euros, 92% de cette somme finance directement ces projets de territoire. Bien compris. Donc 3,4 milliards d'euros pour financer des projets, qu'ils soient publics, collectivités locales ou privés, vers la transition écologique, la décarbonation de l'économie. Et puis il y a un petit budget, j'imagine, pour l'ADEME. Celui-là, il est de combien? Bien sûr, dans les 8% restants. Dans les 8% restants dont on parle, il y a des différentes fonctions. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, c'est quelque chose de très peu connu. Si une entreprise fait faillite, elle laisse un site ultra pollué avec des produits dangereux. Eh bien, le préfet, tout ça revient à l'État en dernier recours, eh bien, le préfet me passe la responsabilité pénale de gérer ça et nos ingénieurs travaillent sur la dépollution, la mise en sécurité de ce site. Donc il y a beaucoup de fonctions comme ça que l'ADEME opère. Il y a une centaine de millions d'euros pour le fonctionnement de l'ADEME. Donc on n'est pas du tout sur les 3,4 milliards qui sont redistribués finalement aux Français d'une certaine façon. Investis utilement. Et le job de l'ADEME, c'est aussi de vérifier que chaque euro investi ait une efficacité. Ce qu'on appelle l'efficacité carbone de l'euro investi, pour vérifier que c'est un juste investissement utile pour le climat. On va revenir sur les contrôles des moyens utilisés. Déjà, le climat, comment vous l'expliquez, cette violence des attaques? Vous n'êtes pas les seuls, il y a l'Office français de la biodiversité qui est dans le collimateur. Est-ce qu'il faut l'entendre comme une petite musique populiste venue des États-Unis, ou est-ce qu'il faut regarder aussi objectivement peut-être une transparence qui n'est pas toujours au rendez-vous sur toutes ces agences? Mais en tout cas, se poser les questions, encore une fois, c'est un juste débat démocratique. J'ai été vice-président de l'Assemblée nationale. Donc vous ne les rejetez pas d'un revers de main, toutes ces attaques? Mais pas du tout. J'ai été vice-président de l'Assemblée nationale, j'étais élu local. J'ai beaucoup de respect pour le rôle des élus. Et c'est dans leur rôle de s'interroger. Et c'est dans mon rôle, en tant que président de l'ADEME, à ma juste place, c'est dans mon rôle d'apporter dans ce débat de la rationalité, des chiffres et des éléments tangibles. Et je vous remercie, Myriam, de m'en donner. Alors, vous savez ce que dit Valérie Pécresse. Il y a ceux qui disent, au fond, vous êtes instrumentalisé par une idéologie écologiste venue de l'extrême gauche. On va y venir, ça c'est plutôt Laurent Wauquiez. Mais Valérie Pécresse, elle dit, au fond, on n'a pas les moyens, en fait, d'avoir des moyens via l'ADEME et des compétences en région. Elle dit, au fond, moi, je ne veux pas supprimer l'ADEME purement et simplement. Je veux que son budget qu'il distribue, les 3,4 milliards, soit directement donné dans les régions qui ont la compétence aussi en matière de transition écologique. Ça, c'est pas idiot, non? Ah mais l'ADEME s'adapte à l'organisation de l'État. Par exemple, sur la décarbonation des entreprises, il y a un grand programme national qui s'appelle France 2030. Ça s'appelle pas Région 2030, ça s'appelle France 2030. Donc on a des équipes nationales qui travaillent sur chacun des projets qui peuvent exister, qui les instruit, qui apportent son expertise pour les améliorer et qui, avec les moyens que l'État met à disposition, investit aux côtés de ces femmes et de ces hommes qui réalisent leur transition écologique, qu'ils soient d'ailleurs en Normandie, en Aura ou en PACA. Donc je crois que c'est l'organisation de l'opérateur. Moi, je voudrais vous rappeler quelque chose. Un opérateur, notre organisation, nos missions, tout ça est fixé dans la loi. Donc c'est tout à fait légitimement
que les parlementaires doivent s'interroger sur les opérateurs, leurs dépenses. Mais je crois que l'essentiel était résumé, j'étais dans l'Orne tout récemment, il y a un patron de PME qui se lève et qui me dit, vous savez, moi votre climat, mais je vais vous dire, je suis patron d'une verrerie. Mes clients, à 70% de mon chiffre d'affaires, c'est les clients du luxe. Ils m'ont dit, en 2030, on sera totalement décarboné. Donc tous nos sous-traitants le seront aussi. Et donc ce sera avec vous ou sans vous. Ben, ce patron de PME, il m'a dit, vous savez, le climat, bon, ok, mais moi, si je ne suis pas décarboné en 2030, je suis out of business. Donc, ces chefs d'entreprise... Donc, en fait, vous dites, la question, c'est est-ce qu'on veut décarboner ou pas? Et l'ADEME, ça marche avec. Pour les entreprises. Et rappelez-vous une chose, Myriam, qui est extrêmement importante, que vos auditeurs doivent savoir. L'ADEME n'a jamais imposé à une entreprise de se décarboner, jamais. Ces chefs d'entreprise choisissent de le faire parce qu'ils estiment que c'est une question de pérennité de l'entreprise et donc de protection des emplois. Sur le procès que vous fait Laurent Wauquiez, presque idéologique, de ces 600 experts qui travaillent, les chercheurs, les experts, les ingénieurs, au service, au fond, d'une idéologie verte qui nous imposerait à marche forcée la transition? Je réponds plusieurs choses. D'abord, à titre personnel, c'est la première fois qu'on me traite d'extrême gauche, donc j'étais amusé par cette critique, mais plus sincèrement, au fond des choses. Nos scientifiques, nos experts, nos ingénieurs, ils ont leur opinion propre, comme les fonctionnaires de la région Aura, comme tout le monde, et c'est leur liberté. Mais attention, faire la distinction entre une opinion personnelle et un fait scientifique, et une analyse scientifique, et un avis scientifique, c'est ça le professionnalisme qu'on a au quotidien. Il n'y a pas cette confusion, vous nous le garantissez, au sein de l'agence. Sur la question des financements, tout ça est contrôlé, vous êtes régulièrement sous inspection des finances, comme on dit? Alors, c'est vrai, et en fait, j'ai eu cette chance, si je puis le dire comme ça, d'avoir, en 2024, un beau matin, à 7h30 du matin, 11 inspecteurs des finances qui ont débarqué dans 4 sites, qui sont restés 4 mois et qui ont regardé tout, chaque euro qu'on dépense, du sol au plafond. Et ils ont conclu 2 choses. D'abord, l'ADEME est globalement bien gérée, c'est écrit comme ça dans leur conclusion, avec des améliorations bien sûr, mais l'ADEME est globalement tous ces rapports sont publics, on peut s'y bien référer. gérée. Et deuxième chose, il faut poursuivre l'augmentation des effectifs de l'ADEME. Donc, je crois que c'est vrai que ce regard très objectif des ingénieurs, des inspecteurs des finances, sur le fonctionnement de l'ADEME a permis de montrer que, bien sûr, tout le monde peut s'améliorer. Mais enfin, soyons concrets, il n'y a pas de dépenses somptuaires, il y a une utilisation rationnelle des fonds. Et puis, je voudrais dire aussi que quand on regarde les femmes et les hommes qui travaillent à l'ADEME, qui s'y engagent, ils s'y engagent parce qu'ils croient à l'utilité de la transition écologique. Ils croient que l'implication de l'État est essentielle aux côtés de ces entreprises, aux côtés de ces... Bon, en tout cas, le gouvernement n'a pas l'intention de supprimer l'ADEME et garde cet objectif de décarbonation, d'industrie verte, avec des bémols, puisque tous les budgets diminuent, y compris celui de l'écologie. Je voudrais vous interroger sur ce que fait Donald Trump vis-à-vis des chercheurs. Vous avez vu les licenciements à tour de bras, les budgets qui sont complètement repris en main, notamment en matière de climat et de transition écologique. L'agence de la NOAA, qui regroupe les grands météorologues, est maintenant complètement sous tutelle. Elle ne peut plus travailler, par exemple, avec l'IFREMER, qui est un institut français sur nos océans. Comment vous regardez cela? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous pourriez parler de quoi? De chasse aux sorcières? De climat totalitaire? Qu'est-ce que vous mettez comme mot là-dessus? Comment pourrait-on ne pas être inquiet quand un pouvoir politique bâillonne les scientifiques? C'est extrêmement grave. Et dans cette logique de la place de la science dans le débat public, on est sur le cœur du fonctionnement d'une démocratie. Et je crois que ces évolutions outre-Atlantique, l'approche d'Elon Musk sur les opérateurs, franchement, je crois que les Françaises et les Français savent que ce n'est pas le genre de démocratie qu'on souhaite. Ce n'est pas la France, ce n'est pas la démocratie française. Vous craignez que ce n'est pas cette la juste approche-là place du débat démocratique. ne vienne toucher la France? Je ne crois pas, et j'ai confiance dans le fait que nos parlementaires sachent faire la part des choses et sachent être un rempart contre ces dérives. Merci beaucoup. Merci Sylvain Waserman, président de l'ADEME, qui manifestement, malgré les critiques, a encore un bel avenir. On aurait pu parler d'autres sujets parce que vous reviendrez, je l'espère. On voulait parler d'industrie automobile qui doit faire des choix très importants, notamment sur la question de la voiture électrique. Merci infiniment. À bientôt. Tout de suite, la question qui fâche, pour terminer avec nos chroniqueurs.
qui fâche ce soir avec Marc Vigneault. Bonsoir. Bonsoir Myriam. Journaliste économique à l'Opinion. Et puis à distance avec Édouard Rousset. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes agriculteur dans le Nord, administrateur du groupe Facebook intitulé « Boycott USA, acheter français et européens ». Messieurs, vous l'aurez deviné, préparez vos arguments. Voici la question qui fâche. La question qui fâche ce soir s'intéresse à la guerre commerciale menée par Donald Trump. Depuis cette nuit, l'acier et l'aluminium européen qui entrent aux États-Unis est taxé à 25%. La réponse politique n'a pas tardé. Puisque les États-Unis appliquent des droits de douane d'une valeur de 28 milliards de dollars, nous répondrons par des contre-mesures d'une valeur de 26 milliards d'euros. Les citoyens européens aussi passent à l'acte, inspirés par les Canadiens. En février, après l'appel à acheter national de Justin Trudeau. Les Canadiens doivent donc continuer à acheter canadien et à se soutenir. Les Canadiens ont lancé le mouvement Boycott USA, un appel à ne plus acheter de produits américains. Depuis, le hashtag fleurit sur les réseaux sociaux. Donald Trump a beau faire de la publicité pour les voitures Tesla d'Elon Musk. Les ventes de la voiture électrique s'effondrent. Les propriétaires de Tesla se désolidarisent du milliardaire en apposant des autocollants « Je l'ai acheté » avant de savoir qu'Elon était dingue. La fronde s'est répandue en Europe. Le Danemark, la Suède et la Norvège ont créé des groupes Facebook de conseils pour se passer d'Amazon ou d'Oreo. En France, Édouard Rousset, agriculteur des Hauts-de-France, a lancé le mouvement. En 2 semaines, son groupe Boycott USA a déjà rassemblé 20 000 membres. On y apprend quelles sont les marques américaines, comment changer de moteur de recherche ou d'outil de navigation. Alors, on vous pose la question qui fâche, faut-il boycotter les produits américains ? Édouard Rousset, vous allez me dire oui, bien évidemment. Pourquoi précisément ? Expliquez-nous votre démarche. Vous avez 20 000 followers sur votre groupe Facebook jusqu'à présent. Vous préconisez quel type de boycott précisément ? Quels produits ? J'imagine ces oligarques de la tech qui étaient présents à l'investiture de Donald Trump ? Oui, je dirais qu'en priorité, c'est bien évidemment, si on souhaite exprimer une opposition à la politique de Donald Trump et notamment à la guerre commerciale et idéologique qu'il souhaite mener contre l'Europe, en premier lieu, ce sont les entreprises qui ont financé la campagne de Donald Trump. Je pense à Airbnb, je pense à Uber, je pense à Tesla, bien évidemment. C'est donc la priorité. Ensuite, il y a les services. Et c'est les services sur lesquels les États-Unis ont une mainmise sur l'économie européenne. Je rappelle que la balance commerciale des services entre l'Union européenne et les États-Unis est de moins 109 milliards d'euros et que nos données, ils les récupèrent, ces plateformes de services, les récupèrent gratuitement, les revendent à des publicitaires qui nous revendent en boucle les mêmes services et les mêmes produits. Et puis enfin, ce sont les produits manufacturés qui sont produits aux USA, manufacturés ou agroalimentaires, qui sont produits aux USA, qu'il faut boycotter. Et alors évidemment, ce qu'on dit sur cette page, c'est pas de boycott, il n'y a pas d'alternative. Il ne s'agit pas de punir les consommateurs, il s'agit de trouver des alternatives. Je prends l'exemple du Coca-Cola, qui est devenu un peu l'argument pour défendre l'idée de ne pas boycotter. En fait, quand on arrête de consommer Coca-Cola, on n'arrête pas de consommer un Coca. On va se tourner vers des Coca locaux. Donc finalement, l'impact sur l'emploi, il est discutable. Les alternatives existent. Bien, c'est très clair. Alors Marc Vigneault, comment vous regardez ces initiatives ? Au Canada, vraiment au pire moment du bras de fer, il y a eu, on l'a compris quand même, et Donald Trump en a parlé, quelques effets de ce boycott, au moins au niveau politique du président américain. Est-ce que ce boycott n'est pas un moyen, au fond, de répondre d'un point de vue individuel, militant, de se sentir utile quand on ne sait pas quoi faire, pris dans cette guerre commerciale américaine ?
Si, pourquoi pas, sur des services, notamment les services numériques, moi je suis tout à fait d'accord, il faut réduire la dépendance à la suprématie technologique américaine, donc ça fait sens de pouvoir utiliser des outils qui seraient européens. Le problème c'est que souvent ils sont moins performants et qu'on voit que là les gens, ils hésitent, quand on leur dit votre cloud professionnel, vous n'avez plus utilisé Microsoft, Amazon ou Google. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui passent à l'action. Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à un téléphone Apple? Est-ce que vous allez acheter un téléphone chinois à la place? Je ne suis pas sûr que ça soit tellement mieux. Oui, c'est sûr. Donc, d'ailleurs, c'est ça qui est très la difficile. démarche d'Édouard Rousset, elle se passe sur Facebook et il l'explique, c'est parce qu'il n'a pas d'alternative du groupe Facebook qui aurait permis de fédérer cet appel au boycott. D'accord, mais si vous avez une alternative, vous voyez les téléphones par exemple, vous n'avez pas d'alternative qui semble extraordinairement meilleure que Apple. Ou par exemple, pour prendre le Coca, ok, on peut aller chez un producteur local, etc. Mais en fait, il y a une grosse production de Coca-Cola en France, et une marque adorée par les Français, qu'on le déplore ou qu'on trouve ça très bien, et ça aura des conséquences sur l'emploi en France. Donc si c'est pour aller boycotter Tesla en disant moi j'aime pas l'idéologie d'Elon Musk et je veux pas acheter une voiture Tesla, il n'y en a pas de produites en France, elles sont essentiellement produites aux États-Unis, je trouverais ça, à la limite tant mieux. Le problème de ces boycotts, c'est que souvent c'est très indifférencié, ça peut avoir des conséquences. Vous voyez, on va penser tout de suite à ne plus aller chez McDo alors qu'ils achètent tout français. Donc c'est très difficile à faire. Difficile et que ce soit véritablement efficace. Les conséquences, c'est vous allez peut-être avoir moins 5% de vente de Coca. Soit c'est une goutte d'eau, soit c'est contre-productif sur l'emploi français. Il y a un risque, si ça prend, en admettant que ça prenne, alors ça va prendre, donc il va y avoir une chute des ventes des produits américains. Imaginons que tout d'un coup, on arrête d'acheter des téléphones Apple. Qu'est-ce qui va se passer? Donald Trump va nous dire, attendez, qu'est-ce qui se passe? Nous, aux États-Unis, on va boycotter les produits français. Et là, on a pas mal à perdre aussi. Donc il faut voilà. Je sympathise beaucoup avec l'idée. En plus, c'est dit de façon très intelligente et de façon très nuancée. Mais vous avez des réserves. Mais j'ai des réserves. Édouard Rousset, qu'est-ce que vous répondez justement à ces réserves? Attention, finalement, l'effet reste extrêmement limité et puis il peut y avoir des conséquences sur l'emploi. Amazon a des entrepôts, fait travailler les Français. Je ne sais pas, Levi's, les questions textiles, les vêtements américains, sans compter McDonald's qui consomme dans ses restaurants français. Ça, c'est le premier argument. Et puis, les mesures de rétorsion, dans une hypothèse où effectivement ce boycott pourrait s'amplifier. En fait, d'abord, sur la mesure de rétention, il faut bien rappeler que Donald Trump a annoncé très tôt, et dans sa campagne, et quand il a été élu, qu'il allait lancer une augmentation de droits de douane de 25% sur l'Europe, et notamment sur des filières agroalimentaires. Donc, remettons l'église au milieu du village, c'est une rétorsion à un appel, il y a une annonce qui a été faite qui fera du mal sur l'emploi. Qui fera du mal sur l'emploi, c'est la politique de Donald Trump et la politique économique de Donald Trump. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas caricaturer ce mouvement-là. Il ne faut pas dire c'est tout ou rien, c'est noir ou blanc. Laissons la binarité à Donald Trump. Il y a des nuances. Je rappelle qu'en priorité, ce sont les services. C'est comme ça que, comme l'a très bien rappelé votre invité, c'est comme ça que les Américains ont une mainmise sur l'économie européenne. Ils font de l'intelligence économique, ils volent les brevets de nos entreprises. Et c'est d'abord ça qu'il faut boycotter. Et encore une fois, trouvons et sélectionnons des alternatives européennes. Évidemment que l'autre jour, je suis allé en Allemagne. J'ai utilisé Mappy plutôt que Waze ou Google Maps. Évidemment, ce n'est pas les mêmes fonctionnalités. On n'a pas le trafic en direct. Mais bon, je suis arrivé à destination. Est-ce que c'est finalement pas ça l'essentiel dans une application de navigation? Et sur Facebook, et je fais circuler la parole, je donne la parole à Marc, Facebook, pourquoi Facebook? Est-ce qu'il n'y avait pas d'alternative pour appeler au boycott? Ouais. En fait, dans une guerre et dans un mouvement de résistance d'ailleurs, tous les moyens sont bons pour atteindre l'objectif. Et l'objectif, c'est de rassembler le plus de monde possible pour avoir cette symbolique du boycott. Bien sûr qu'on ne renversera pas l'économie américaine, mais l'effet, il est symbolique. Et seul Facebook pouvait nous permettre d'atteindre cet objectif. On est en train de migrer vers d'autres plateformes, notamment Mastodon, qui est une plateforme de type Twitter, décentralisée, originaire d'Allemagne, avec 0% de fonds et de capitaux américains. Je pense que c'est ça la solution. Ça prendra du temps. Il va falloir accompagner les gens. C'est ce qu'on essaie de faire sur ce groupe. C'est que chacun puisse exprimer à la fois ses encouragements, mais aussi ses difficultés à migrer d'une plateforme à une autre.
Et je pense que ça se fera, c'est un mouvement citoyen, ça se fera petit à petit. C'est parfaitement clair, il y a une argumentation extrêmement structurée qui a pensé effectivement à tous les contre-arguments. Vous avez le mot de la fin, Marc Vigneault. Que répondez-vous à cette idée d'un boycott intelligent finalement? Mais c'est ce que je disais, c'est que il faut être nuancé. Il faut, par exemple, s'il s'agit d'utiliser le chat de Mistral AI au lieu d'utiliser ChatGPT, évidemment, banco. Je dis juste que pour des produits de grande consommation, il faut faire attention parce qu'en fait, les productions, elles sont sur le territoire français, ça alimente notre balance commerciale et donc j'ai peur que ce genre de boycott, finalement, ça ne fasse pas, qu'on n'utilise pas les services américains qui étaient très bien visés par votre invité, mais qu'on se mette à viser les glaces Häagen-Dazs qui sont produites en France, par exemple. C'est clair. Merci beaucoup. C'était parfaitement clair et véritablement instructif parce qu'il y a des bons arguments dans chacun des camps. Merci beaucoup, Édouard Rousset, d'avoir été en duplex avec nous. Merci, Marc Vigneault. Vive le boycott intelligent. C'est un peu la conclusion de ce petit face-à-face. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain, même lieu, même heure.